Merci. Bonjour à toutes et tous. Buenas tardes a todas y todos. Bienvenue à cette première table ronde pour ces rencontres autour des défis du commerce des matières premières. Avant de commencer, je voulais juste remercier l'équipe des organisatrices de m'avoir invité à modérer cette table ronde et d'être là avec vous pour penser ces différents défis. Alors, je vais faire un petit topo introductif et ensuite, on aura l'opportunité d'écouter nos participantes et notre participant. Pour commencer, on est face à un consensus apparent, celui de décarboner nos économies. Mais si de nombreux acteurs s'accordent sur cette nécessité, de nombreuses interrogations demeurent sur les modalités, sur le degré de changement, sur la définition même de ce qu'on entend par transition énergétique, mais aussi sur la place des citoyens, des citoyennes dans la prise de décision sur les projets qui vont toucher leur territoire, leur environnement, leur santé. Regardons un peu ces débats des deux côtés de l'Atlantique. On en a eu un aperçu ce matin. En Europe, d'abord, l'impératif climatique de décarboner les économies va s'articuler avec l'urgence de la guerre en Ukraine et de la crise économique, et donc se traduit aussi par une volonté d'acquérir une certaine indépendance énergétique, de garantir aussi des prix peu élevés de l'énergie et de relocaliser un certain nombre d'activités. Donc c'est plus qu'une mise en conformité avec l'accord de Paris de 2015. On a bien aussi là toute une dimension conjoncturelle et économique propre à l'Europe. Et c'est tout le sens aussi du pacte vert européen. Cependant, changer la matrice énergétique et notamment le type d'énergie implique de repenser les approvisionnements. Et c'est bien l'idée de ce colloque. Peut-on extraire des sous-sols européens ? Ça fait débat. L'extraction est très conflictuelle en Allemagne, comme l'illustrent les mobilisations environnementales contre les mines de charbon, par exemple. L'extraction est massivement rejetée en France, même s'il s'agit de petits projets, notamment on a pu voir de relance du gaz de couche dans le nord et dans l'est. Mais c'est parfois perçu aussi comme de nouvelles opportunités d'emploi, notamment dans le sud de l'Espagne et dans des régions qui sont particulièrement touchées par la crise économique. Donc la question de l'extraction, menée ailleurs qu'en Amérique latine ou en Afrique, elle est présente pour certains acteurs, mais elle est presque absente du débat européen concernant la transition énergétique. C'est plutôt finalement la question du degré de la transition qui est discutée en Europe et au sein des sociétés civiles européennes. Virage technologique pour certains. C'est l'idée d'entamer une transition pour l'industrie automobile, par exemple, vers le tout électrique. Ou engagement et changement de mode de vie vers des sociétés plus sobres. Et quand j'entends sobre, c'est au-delà des initiatives individuelles comme éteindre ses ampoules. C'est un changement, un virage qui est proposé aussi par d'autres organisations écologistes et des mouvements sociaux en Europe qui sont aussi de plus en plus importants et qui s'inspirent d'ailleurs pour beaucoup des mouvements sociaux que l'on peut connaître en Amérique latine. Juste pour finir sur un contexte très français, notamment la question de l'eau, qui devient de plus en plus prégnante dans notre débat public, est présente depuis très longtemps au sein des luttes territoriales en Amérique latine. Alors en Amérique latine, comment se pose le débat ? L'extraction, l'exportation des ressources naturelles, un processus que l'on appelle extractivisme, est au cœur des modèles de développement. Donc le commerce des matières premières a permis d'accroître la croissance, puis sous les gouvernements de gauche a permis aussi de financer un certain nombre de politiques sociales plus redistributives. Mais ce modèle, il est vivement critiqué pour deux raisons. La première et la plus visible, c'est la hausse des conflits socio-environnementaux, qu'on désigne ainsi parce qu'en fait, ils mettent en lumière des situations où l'environnement occupe une place importante, mais s'articule à d'autres enjeux sociaux, économiques, d'emploi, des enjeux aussi politiques et démocratiques, mais aussi de reconnaissance des populations, de leurs identités que l'atteinte finalement au territoire
vient mettre à mal. Il s'agit d'opposition aux projets d'extraction minière, pétrolière, mais aussi au développement de l'agriculture intensive et agro-industrielle. Il s'agit aussi de l'exploitation des fonds marins. Ce sera une question de plus en plus importante à l'avenir. Et également, exploitation des forêts. Donc, dans ces conflits, il ne s'agit pas seulement de protéger la nature ou d'une atteinte à la biodiversité. C'est bien aussi un danger pour les populations, leur environnement et leur manière de vivre, et parfois même leur vie. Il faut rappeler que l'Amérique latine est l'une des régions les plus dangereuses pour le militantisme environnemental. Qui on retrouve dans ces sociétés civiles mobilisées? Eh bien, une multitude de citoyens, citoyennes, ce qu'on appelle les premiers affectés, c'est-à-dire les personnes qui sont concernées tout simplement par les projets sur ces territoires, qui sont le plus souvent des populations qui ont historiquement été marginalisées. Mais on a aussi des relais très importants dans les villes, car de plus en plus de citadins s'inquiètent aussi pour la préservation des ressources, notamment en eau, pour l'intégrité des territoires, pour la souveraineté alimentaire, mais aussi pour leur modèle de développement. Et j'en viens là à la deuxième limite de ce modèle qui a été mis en avant en Amérique latine, c'est bien sûr la limite d'un modèle primo-exportateur qui est fortement dépendant des cours des matières premières, dépendant donc aussi des investissements étrangers et qui entraîne, on l'a dit ce matin, peu de création de valeur ajoutée, donc peu aussi de formation et de formation professionnelle. Ce qui veut dire aussi des emplois qui restent cantonnés à une main-d'œuvre peu qualifiée, peu chère. Et donc l'amélioration des conditions de vie, elle se fait à la marge, ponctuellement, en fonction des cours mondiaux, et sans apporter finalement de solutions structurelles pour un continent où les inégalités restent très importantes. Donc l'extractivisme questionne la place de la croissance dans nos scénarios de développement futur, les équilibres nord-sud face à la dette écologique et climatique, et aussi le rôle des citoyens et citoyennes qui sont concernés par ces bouleversements, notamment situés dans les territoires. On parle de transition énergétique, mais finalement, on ne parle pas tous de la même chose quand on parle de transition énergétique, selon les types d'acteurs, selon si on perçoit ces enjeux depuis l'Europe ou depuis l'Amérique latine. Et finalement, la décarbonation des économies ne signifie pas nécessairement des relations plus justes entre pays, entre sociétés ou vis-à-vis des populations qui sont situées notamment dans les zones d'extraction. Ça ne signifie pas non plus décarbonation n'est pas un équivalent de protection de l'environnement. Ce sont deux choses distinctes et on a tendance un peu trop vite à les confondre. Deux défis principaux. La transition, c'est de l'extraction. Nouveaux métaux, minerais ou parfois vieux métaux et seulement nouveaux usages. Donc, on reste dans un processus extractif dont on connaît déjà les conséquences qui sont très, très largement documentées maintenant. Et même si on a des entreprises qui proposent de revoir les manières d'exploiter, qui proposent de nouvelles normes, on parle même de mines durables, on le verra avec les participants autour de cette table, on a de nouveaux conflits, de potentiels nouveaux conflits, et on est face aussi à une situation donc, de nouveau extractivisme, notamment dans des zones qu'on appelle des zones sacrifiées, ou des zones de sacrifice, qui sont appelées ainsi par les habitants, parce que tout simplement, il n'est plus possible de vivre dans ces zones. Donc, comment faire face? On parle à la fois avec des discours d'une seule planète, de la préservation de ce bien commun, et en même temps, on envisage de continuer à sacrifier certaines de ces zones. Ça, c'est le premier défi. La transition, c'est de l'extraction. Deuxième défi, changer de modèle, sortir de la dépendance. Oui, mais à court terme, c'est extrêmement coûteux. Il est très difficile aujourd'hui pour les pays latino-américains de changer de modèle productif et extractif. Tout simplement parce que les exportations à court terme maintiennent des économies qui sont fragiles. Surtout parce qu'en fait, les exportations permettent un certain équilibre des balances commerciales et permettent de stabiliser des monnaies dans un contexte de plus en plus inflationniste. Dans un pays, par exemple, que je connais bien, la Colombie, on a un gouvernement, le gouvernement de Gustavo Petro, qui a annoncé vouloir sortir de l'extraction,
mais qui est confronté à de nombreuses difficultés pour concrétiser cette sortie de l'extraction et cette transition de modèles productifs. Est-ce qu'il n'y a pas là, justement, aussi des pistes pour repenser la collaboration et la coopération sud-nord ou nord-sud ? Bref, comme on peut le voir, le pacte vert est loin d'être un consensus vis-à-vis des partenaires internationaux. Il est au cœur aussi de nouvelles luttes hégémoniques et loin d'un idéal gagnant-gagnant. Paradoxalement, la décarbonation peut être un désastre environnemental et démocratique. C'est de tout cela que nos différents intervenants vont discuter. J'ai autour de moi 4 personnes issues de différents secteurs, avec quand même un biais argentin sur ma droite. Et on va pouvoir avoir un aperçu des différents défis en fonction des positionnements de ces personnes, société civile, activisme, recherche et secteur institutionnel côté français. Je vais commencer par Maristela Svampa. Vous êtes sociologue argentine, chercheuse au CONICET, au Centre de documentation et de recherche des cultures de gauche. Et vos recherches portent sur la crise socio-écologique, les mouvements socio-environnementaux, la pensée critique et la théorie sociale latino-américaine. Première question donc pour vous. Face aux défis sociaux, environnementaux, territoriaux en Amérique latine, vous appelez de vos voeux une transition écosociale ou socio-écologique. En quoi consiste-t-elle ? Bonjour à tout le monde. Merci de l'invitation. Merci pour l'organisation de ce dialogue si nécessaire dans ces moments critiques de notre civilisation, de la planète. Je vais parler dans 10 minutes. Je vais essayer de donner une vision critique sur la transition en cours. Et je vais commencer en disant qu'effectivement, la transition, d'un point de vue écosocial, nous place dans un champ de disputes, des surenchères civilisatoires, parce qu'il n'y a pas une seule vision de la transition écosociale, il y en a plusieurs. Mais il y a quand même une transition dominante en ce moment. Et je ne crois pas qu'il y a des manuels avec des réponses prédéterminées, mais il y a quand même des orientations. Il y a des guides, il y a une boussole, une carte géographique à travers laquelle on peut construire une feuille de route. Et moi, je pense que ces feuilles de route données par les contestations et les mouvements socio-environnementaux, les mouvements pour la justice climatique, les mouvements contre l'extractivisme en Amérique latine, ces récits relationnels à propos de la nature, ces concepts horizons élaborés dans les luttes collectives, ces expériences de résilience qui font la défense de l'eau et les droits de la nature, les communs au centre de son discours et de sa pratique. Donc, si on doit commencer à parler sur la transition écosociale ou socio-environnementale, et on doit dire qu'on doit avoir une conception plus holistique, intégrale, c'est-à-dire la transition écosociale fait référence à un changement des régimes socio-écologiques, une transformation des facteurs et d'éléments nécessaires pour la vie, avec un regard relationnel qui articule les systèmes naturels avec les systèmes sociaux. La transition écosociale doit être une transformation radicale, démocratique, pas seulement dans les plans énergétiques, ça a été dit, mais il faut y insister, dans les plans productifs, parce qu'on a des modèles agroalimentaires qui sont insoutenables, toxiques, vraiment, mais aussi urbains, parce que l'anthropocène, c'est aussi un urbanocène. Et on rencontre des villes avec des problèmes horribles dans l'Amérique latine, que c'est la région la plus urbanisée dans le monde. Donc, la transition socio-écologique doit aller vers des modèles qui articulent la justice sociale avec la justice environnementale, qui transforment aussi le profil métabolique de la société. C'est-à-dire, on doit changer les modèles d'extraction, de production, de consommation des déchets. Ça, c'est tellement important à l'ère actuelle, mais aussi, ça doit être la possibilité de refaire le pacte avec la nature, d'un point de vue relationnel. Donc, la transition écosociale, je pense qu'elle doit être accompagnée quand même d'une dynamique normative qui pose la question
à partir dans quelle société nous voulons vivre, ou plutôt, de manière plus précise, comment pouvons vivre de manière digne et juste dans une planète déjà abîmée. Ayant dit cela, qu'est-ce qu'on comprend pour la transition énergétique? Bon, je comprends la transition énergétique comme le passage d'une conception de l'énergie en tant que commodity, comme matrice fossile, à fort impact sur les territoires, sur l'environnement, sur les écosystèmes, privés et concentrés, à une autre conception qui la conçoit comme un bien commun, un droit humain, renouvelable, durable au sens plein, commune et déconcentrée. Mais on sait très bien qu'au niveau global, la tendance dominante, c'est pas cela. La tendance dominante, c'est d'abord de réduire la transition écosociale à la transition énergétique seulement. Deuxième, la réduction de la transition énergétique à une question de substitution des sources, c'est-à-dire de l'énergie fossile à des énergies dites renouvelables qui en fait ne sont pas renouvelables. Donc, on ne pense pas à la transformation du système énergétique, on ne pense pas à la transformation du métabolisme de la société, on ne pense pas à refaire notre rapport avec la nature. Et évidemment, on ne passe pas, en termes géopolitiques, dans une transition juste. Donc, on ne se fait pas les demandes de comment faire la transition, pour qui faire la transition, et même pas qui va payer la transition, parce qu'on sait très bien qui va payer la transition énergétique. Donc, nous voyons de l'Amérique latine, avec les pactes écosociaux du Sud, avec beaucoup d'inquiétude, s'installer ce qu'on appelle avec mon collègue brésilien Breno Bringel le consensus de la décarbonisation. C'est-à-dire, on est passé du consensus des commodities dans les cycles progressistes, dont j'ai parlé pendant 10 ans, au consensus de la décarbonisation qui consiste à la réduction de l'émission de gaz d'effet de serre en allant vers la décarbonisation tout en créant des zones de sacrifice, comme a dit Mathilde, dans les périphéries. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas seulement l'extractivisme classique associé au pétrole, à l'exploitation minière, l'extractivisme prédatoire, mais aussi on connaît maintenant l'extractivisme vert qu'on fait au nom de la transition énergétique du pays du Nord. C'est-à-dire c'est la décarbonisation pour les pays riches, que d'ailleurs, j'insiste, ne change pas, ne se dissocie pas de l'idéologie de la croissance économique. Donc, on fait le passage à une phase d'exacerbation dans l'exploitation des ressources naturelles et à une phase de commodification pour encore plus de la nature. Le pacte vert européen, même s'il vise, par exemple, à articuler la justice sociale avec la justice environnementale, il a une vision domestique, seulement pour l'Europe, mais pas pour les territoires de la périphérie où on va avoir accès aux recours, on pense. Donc, je vais finir pour 2 thèmes, parce que je pense que l'illustration de cela, une, c'est nouveau, et l'autre, c'est nouvelle, et l'autre, c'est déjà connu. La première, c'est le cas du lithium. Le cas du lithium montre justement ce type de transition énergétique qu'on est en train de mettre en place. Et c'est une transition qui est corporative, néocoloniale et n'est pas durable. Les 3 choses. Vous savez, les triangles de lithium, où il y a l'Argentine, la Bolivie et le Chili, qui concentrent les 58% des ressources du lithium, et dans ce moment, un terrain de bataille géopolitique, où il y a une forte concentration pas seulement dans les processus d'extraction, dans 4 ou 5 corporations, mais aussi à la fin de la chaîne de valeur, où la Chine, par exemple, ça concentre surtout la production des batteries. L'Argentine et le Chili, surtout, elles sont exportatrices de carbonate de lithium. Elles ne contrôlent pas du tout la chaîne de valeur. Mais aussi, c'est une extraction qui a de forts impacts environnementaux. Vous savez, les salars, ce sont des écosystèmes très fragiles, très arides. Et l'exploitation minière associée au lithium, c'est une exploitation avec de l'eau qui a besoin de beaucoup, de millions et millions de litres de l'eau douce. Donc, il entre en concurrence avec des autres activités économiques, surtout dans une région habitée par des populations indigènes depuis des milliers d'années, mais aussi elle met en risque les écosystèmes.
et surtout, on peut le dire, au Chili, il y a déjà une crise hydrique associée à la minerie, à l'exploitation minière de cuivre et maintenant du lithium. Donc, on voit très bien que c'est une extraction, un type d'extractivisme qui favorise les procès de décarbonisation des pays du Nord, mais qui crée des zones de sacrifice et qui a des problèmes, des controverses avec les populations indigènes qui, pour la plupart, ne sont pas du tout consultées. En plus, ce n'est pas seulement corporative et néocolonial, mais ce n'est pas durable. Parce qu'en fait, si on pense aux projections qu'on a faites des usines automotrices, mais aussi pas mal de recherches, évidemment, on n'a pas assez de lithium, on n'a pas assez de matières premières pour soutenir le croissement ou l'augmentation des voitures électriques. C'est-à-dire, on ne peut pas sacrifier les territoires au sud pour que l'Européen ou l'Américain puisse avoir sa voiture électrique. Si on ne change pas les modèles de transport, si on n'évolue pas à un modèle partagé public, évidemment, on est dans une transition qui n'est pas du tout durable. On doit absolument changer les modèles de consommation, on doit changer les profils métaboliques et pour cela, on doit remettre en question l'idéologie de croissance économique. C'est pour cela qu'en Amérique latine, les mouvements sociaux, les mouvements de justice climatique, on parle que ça, c'est une fausse solution. Ça, c'est du colonialisme vert. Ça, c'est du colonialisme énergétique. Et c'est de la part de l'Europe, c'est de la part de la Chine et c'est de la part des États-Unis, pas seulement de la Chine et de l'Europe. Dernier point, parce que je pense que peut-être vous n'êtes pas conscient de la quantité de conflits, des conflits environnementaux liés à l'exploitation minière en Amérique latine. Depuis 15 ans, 20 ans, l'augmentation des conflits liés à l'exploitation minière est accablante. C'est-à-dire, l'exploitation minière, c'est l'activité la plus contestée, pas seulement dans le monde, mais en Amérique latine. En ce moment, il y a plus ou moins 295 conflits dans toute l'Amérique latine, et pas seulement dans les pays qui ont une tradition d'exploitation minière, mais dans les pays qui sont neufs dans l'exploitation minière à ciel ouvert. Donc, l'exploitation minière, c'est une activité fortement polluante parce qu'il utilise une grande quantité d'eau, parce qu'il utilise une grande quantité de substances chimiques et parce que c'est quand même un modèle d'occupation territoriale. C'est un modèle d'occupation territoriale qui arrive de manière verticale et s'impose aux populations, sans consultation. Ce n'est pas seulement qu'il y a un problème de cadre régulateur, ce n'est pas seulement les impacts environnementaux, c'est aussi une question qui a à voir avec la démocratie. C'est-à-dire, les populations ne sont pas consultées, il y a un problème de violation des droits, de criminalisation. Et je vais finir pour cela. Mathilde l'a annoncé, mais effectivement, il faut tenir compte que l'Amérique latine, c'est la région la plus meurtrière, c'est-à-dire la région où on assassine les plus de défenseurs de la nature, et que la plupart de ces défenseurs de la nature sont liés à la résistance à l'exploitation minière. Surtout, je pense en Colombie, au Mexique et l'Amazonie, qui c'est toujours une frontière de mort. Donc, il faut tenir compte de cela, parce que justement, c'est l'activité la plus contestée en Amérique latine. Pour en finir seulement, la transition énergétique, il ne s'agit pas seulement de la décarbonisation. On a besoin de la décarbonisation, mais ce n'est pas assez. On doit construire un autre modèle basé sur la déconcentration, la décentralisation, la démocratisation. On doit éliminer la pauvreté énergétique basée sur la justice climatique, mais surtout, on doit repenser, changer les profils métaboliques de notre société. Et pour cela, je crois qu'il y a des intéressants débats et discussions en Europe autour de la décroissance. On doit penser dans les pays du Nord la question de la décroissance, on doit penser la question de la dette écologique. C'est à partir de cela qu'on peut ouvrir l'espace en Amérique latine pour évoluer, pour commencer à marcher sur les chemins du post-extractivisme. Merci.
Merci Maristela. On va continuer sur la question démocratique, justement, et la question de la préservation de l'environnement, avec Pia Martegiani, qui est directrice de politique environnementale à la Fondation Argentine pour l'environnement et les ressources naturelles, FARN, et qui est aussi chercheuse associée dans le cadre du programme d'études globales à Flaxo Argentine. Une question plus précisément sur... ça va la traduction? Je vais parler doucement. Une question plus précisément sur les politiques publiques qui sont menées par les États latino-américains, justement pour tenter de garantir la justice sociale et environnementale et la participation des populations au projet dans le but de réguler ou du moins d'avoir une prise sur les décisions qui affectent leur territoire. Je crois que vous êtes plus précisément spécialisé sur la question justement de l'exploitation du lithium. Donc on va continuer avec ce triangle au nord de l'Argentine. Muchas gracias. Ahí se escucha bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, yo voy a tratar de hablar lento para la traducción y con dos sombreros distintos. Por un lado, mi rol de investigadora, conociendo los territorios también de Bolivia y de Chile, pero también hace 12 años que trabajo en apoyar la defensa y la lucha de los derechos de comunidades de Salinas Grandes, justamente amenazadas por la llegada del litio, ¿no? Y si bien me están pidiendo que hable de las políticas ambientales, de los estados nacionales, acabo de volver de Bruselas, donde se está discutiendo el acta de materias primas, y me parece importante comenzar con un poquito de contexto, ¿no? Sí, estamos viendo que hay como un nuevo capítulo en una batalla geopolítica por el control de los minerales críticos vinculado a la transición energética, que se da en los dos extremos de la cadena de suministro. Por un lado, el dominio de las baterías, que como se dijo está en manos de China, pero que encuentra a Europa y Norteamérica tratando de adelantarse y de llegar al mismo momento, con ideas, por ejemplo, de Norteamérica de pasar de 6 al 10 de la capacidad de producción con gigafactorías, y Europa tratar de escalar del 7 al 12. Esto se ve también en el acta de materias primas. Este proyecto de ley justamente trata de generar mayores porcentajes de la producción y se vincula con la reindustrialización que se señaló antes, ¿no? Que haya más procesos adentro de las fronteras europeas. Y cuando hablamos de los minerales, ¿no? También se ve como que hay unas lógicas que están jugando su rol, que a una medida por el conflicto en Ucrania, por la pandemia, se vio justamente con los problemas del mercado y la interrupción. Que se habla del onshoring, ¿no? Que empieza a ver la relocalización adentro de las fronteras europeas de los proyectos extractivos, con la conflictividad que se mencionó, y hasta aparece un nuevo concepto del friendshoring, la afinidad de sociedades afines socioculturalmente, y aquí es donde América Latina aparece para Europa como de vuelta importante, ¿no? Porque como que pareció que hubo un tiempo donde China ocupó mucho espacio y Europa ahora está tratando de ver cómo se reposiciona. Me parece que son temas importantes para tener en cuenta cuando hablamos de lo que está pasando, ¿no? Y que aparecen también esto de nuevas narrativas, ¿no? Los pactos verdes, la minería verde, minería sustentable, cuando hablamos específicamente, pero que en prácticas y en forma de hacer los negocios son bastante parecidas. Así se ven bastante parecidas en los territorios. Entonces, un poco, justo ya mencionaron anteriormente, pero bueno, ¿qué es lo que pasa con Argentina? Argentina es de los 3 países, con Chile y Bolivia. Nosotros criticamos un poco esto de llamarlo el triángulo del litio, porque es como resignificarlo solamente para la provisión de litio, ¿no? Pero vemos que Argentina es el único de los 3, con Bolivia y Chile, donde el litio es libremente concesible. Entonces, frente a las estimaciones de cuánto litio se va a necesitar para la transición, que se va a veces desde 500% hasta 3.500%, hay un estudio que dice 3.500% más litio necesita Europa, Argentina aparece ahí con 40 proyectos en cartera, ¿no? 8 que están próximos a ser explotados, entonces la presión que recibe Argentina es enorme. ¿Cómo se traduce esto en los territorios? Ahí ya se dijo, el bien ambiental estratégico es el agua, es un territorio muy, muy seco, muy frágil, y los gobiernos, Argentina es un estado federal, donde
justamente los gobiernos están ávidos de inversiones, están viendo este momento y esta batalla geopolítica para posicionarse como receptor de inversiones con una mirada de corto plazo, porque Argentina tiene una deuda externa muy, muy alta y necesita divisas y no puede pensar, por lo menos del gobierno, cosa que criticamos, en la mirada de corto plazo, ¿no? ¿Cómo hace para hacerse de divisas lo más rápido posible, ¿no? Esto es un problema a la hora de pensar en las políticas ambientales. Los impactos ambientales concretos en los territorios ya se empiezan a sentir en los proyectos donde ya se extrae litio desde el 97, ya se secó la vega de un río, o sea, ya hay impactos en la biodiversidad, en las comunidades que necesitan el agua para la forma de vida. Y además se pone en jaque la propia capacidad de adaptación y mitigación de los humedales altoandinos donde está el litio. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, hay microorganismos en los salares que tienen la capacidad de secuestrar dióxido de carbono y liberar oxígeno, que hoy son sumideros de carbono, pero que en cualquier momento se van a convertir en fuentes porque no están siendo tenidos en cuenta a la hora de autorizar proyectos. Bueno, y esto nos lleva un poco a la cuestión de las políticas ambientales. ¿Qué está pasando, no? La política ambiental pensado desde dos puntos de vista, ¿no? Las herramientas de planificación, se puede planificar una intervención más ordenada, menos agresiva, y la parte de la interacción con las comunidades, la información, la participación, la justicia. Se habló ya del Acuerdo de Escazú, también está el Convenio 169 de la OIT, normas de derechos humanos de jerarquía internacional, que hoy por hoy se dejan de lado. Por ejemplo, en el caso de los salares, no se hace una evaluación de impacto ambiental como corresponde, hay mucho apuro, no se tiene en cuenta que es una cuenca, que es frágil, que hay que mirarla entera, sino que se van autorizando proyectos mirando pequeños pedazos. Y se planifican, por ejemplo, en una de las provincias de Catamarca, 7 proyectos en la misma cuenca. Esto va a ser un desastre ecológico y no hay nadie que esté detrás de pensarlo de otra manera. Y ahí un poco voy yendo a qué pasa con la participación de las comunidades, ¿no? Esto que tanto se habla, la importancia de la voz. Y vemos que acá en 2 casos que aparecen justo, se dieron situaciones totalmente distintas, ¿no? En Olaroz, Caucharí, como para dar algún ejemplo concreto, se extrae litio del 2014 y lo que pasó fueron que las comunidades se sentaron a negociar con la empresa directamente a puertas cerradas por delegación del Estado. El Estado le dijo a la empresa, tráeme la constancia de que las comunidades estén efectivamente de acuerdo. Puertas cerradas, no sabemos lo que pasó, las comunidades salieron consintiendo el litio y ahora el litio se extrae y se exporta desde allá. Salinas Grandes, un caso que ella lleva 12 años resistiendo, que viene pidiendo históricamente por el derecho a la consulta previa. Movilizó acciones legales y bueno, fue a la Corte Suprema y a la instancia internacional. Hasta hizo un protocolo propio de consulta donde ellos establecían las condiciones para ese diálogo. Bueno, ¿y qué pasó finalmente? Después de ser ignorado tanto tiempo, las comunidades de Salinas dijeron ya no queremos que nos consulten. O sea que pensemos el contexto donde el derecho a la consulta es tan importante que las comunidades dijeron no queremos que nos consulten y le decimos que no al litio. O sea que ni consulta ni litio. Es el resultado de 12 años de resistencia y de ser ignoradas en derechos que existen y que en el término legal están por encima del código de minería con que se llevan a cabo los permisos, ¿no? Entonces, vemos un poco cómo los procesos en Argentina, territoriales, están enmarcados y se utilizan mucho las herramientas legales para apuntalar procesos. Y entonces hay una lucha que tiene mucho de juridificación en términos del reconocimiento de comunidades indígenas. Es algo importante porque el ordenamiento jurídico reconoce muchos derechos, pero obviamente no se aplican y la misma cuestión de los derechos mismos se constituye también en un campo de disputa, ¿no? Cómo a la naturaleza se lo entiende como un bien común y entonces quién decide. O es un recurso estratégico donde el rol es más importante para el Estado, o es un commodity donde directamente decide el mercado. Entonces hay distintos esquemas institucionales y distintas disputas por los sentidos también de los derechos. Uno toma la legislación existente y la consulta previa habla de un derecho de la autodeterminación, incluido la posibilidad de decir que no, de vetar proyectos. Pero, por otro lado, en la práctica, lo que se quiere hacer es hacer como si fuera un acto decorativo de participación y por decisiones ya tomadas. Después, como un elemento para agregar, en mi trabajo de campo, tanto en Chile como en Bolivia,
se encuentran, cuando uno se imagina las relaciones territoriales entre actores del Estado, la sociedad y el mercado, que se da una especie de privilegio a una relación bipartita sobre una tripartita, como lo que da lugar a un modelo de gobernanza sustitutiva. En Chile, el mercado, en ausencia del Estado, se pone a discutir y negociar beneficios con las comunidades. El Estado dice, este es un acuerdo entre privados, yo no intervengo, ni siquiera para asegurar las condiciones de ese diálogo. En Chile ocurre algo, en Bolivia ocurre algo distinto. El Estado toma acciones del mercado, financia la estrategia de desarrollo y decide con quién se va a involucrar y de qué manera en la estrategia de litio. Las comunidades aparecen inicialmente como socias de este proyecto porque son quienes le proponen al Estado la estrategia nacional de litio, lo que a la larga, y esto se hace, lo que a la larga genera problemas para comunidades que se quedan sin acceso a los derechos que les corresponden porque el salar se convierte en una reserva fiscal a cambio de haber recibido la titulación de un territorio de muchas hectáreas, ¿no? Entonces ahí, bueno, sigue habiendo problemas de cómo se actualiza esa legitimación inicial que tuvo el proyecto y cuáles son los conflictos que sobrevienen. Pero, tratando de ir un poco veloz, no sé cómo estoy de tiempo, Cuando se habla un poco de esto, de qué pasa con la política y qué pasa con el rol del Estado a nivel nacional, ¿no? ¿Cómo podemos escindir lo que pasa en los estados del sur de lo que pasa a nivel global, ¿no? Y acá tenemos varios ejemplos. ¿Qué pasa con las instituciones financieras internacionales? Que, por ejemplo, Argentina, el Fondo Monetario, le está diciendo que tiene que seguir explotando los hidrocarburos no convencionales para pagar su deuda externa, que llega al 80% del PBI más o menos. ¿Qué pasa cuando nos encontramos con reclamos en la OMC, donde Europa justamente plantea a Indonesia problemas cuando interpone restricciones a las exportaciones de níquel? Entonces, cuando leemos el horizonte y qué rol juegan las instituciones supranacionales, encontramos distintos problemas, ¿no? Y ahí me lleva un poco a la última pregunta de la justicia ambiental. Bueno, ¿cómo entendemos la justicia ambiental? Y acá, de alguna manera, cuando hablamos de transición energética, ahí compartiendo todo lo que se dijo antes, ¿no? Tenemos que poner la transición energética en fase justicia ambiental, con toda su complejidad social, económica, ecológica, con los distintos niveles, local, nacional, global, y hablando de aspectos de redistribución, de reconocimiento, de participación, y también la visión espacial y temporal, ¿no? Tenemos que hablar también de futuras generaciones. Tiene que estar en ese paquete de justicia ambiental, tiene que ser mucho más complejo. Entonces, cuando pensamos qué transición energética se quiere, obviamente es necesaria la transición energética, pero no cualquier transición energética. Hoy hay un foco extremo en la electromovilidad como panacea, como solución mágica a todos los problemas. Y en realidad lo que tenemos que pensar son soluciones de transporte donde haya posibilidad, donde movamos personas de un lugar a otro para satisfacer sus necesidades también ajustadas a los límites planetarios. No tenemos que generar más autos y mover más autos de acá para allá. Hoy por hoy se está dejando en la mano de la industria justamente la guía de qué pasa con la electromovilidad. Y sabemos que hay autos cada vez más grandes, más ineficientes, y hasta hay una proyección de 2 a 3 autos grandes por familia a nivel europeo. Entonces necesitamos que la transición energética respete los límites planetarios, que baje la demanda de materiales y energía. De aquí quiero darles la cifra, ya estoy casi, me perdí el número, ¿dónde está? Bueno, más o menos 27,3 toneladas de materiales necesita una economía del norte global, cuando la media es 12,3 y cuando, por ejemplo, Bolivia tiene 4,7 de uso de materiales. Entonces también ahí hay un problema en la apropiación de la supuesta solución al problema. Y últimos, ahí ya sí, 2 puntos que me parece importante, volver sobre la importancia del multilateralismo, ¿no? Es clave poner en agenda eso. Acá vemos que estamos hablando siempre de cooperación bilateral o birregional. Para salir de la crisis ecológica necesitamos al multilateralismo. O se salva el planeta entero o no se salva a nadie. Y pensar otras relaciones posibles, realmente bilaterales, donde se ofrezca realmente un valor agregado y se cambie un poco la lógica, esta neoextractivista, neocolonialista, que juega en las relaciones históricas. Entonces hay que cambiar sustancialmente las relaciones de poder tan asimétricas. Y ahí sí, el último punto de verdad.
estamos dejando muchas veces en manos del sector privado las soluciones, al punto que ahora en el Acta de Materias Primas se habla de la certificación y las auditorías para el cumplimiento de los derechos humanos. Me parece fundamental que no dejemos en manos del sector privado, porque no está pensado para eso el escrutinio y el control de los derechos humanos. Justamente hay que recuperar lo público y hay que tratar de salvaguardar lo que queda de lo común. No le podemos pedir al sector privado eso, el Estado es quien debería, el Estado en todos los niveles, estar ocupándose de los derechos humanos. Muchas gracias. Merci beaucoup, Pia. Et justement, votre conclusion ouvre un petit peu sur les recherches menées par Solène Récoquet, qui est docteur en géographie et chercheuse associée à l'UMR Prodigue de Paris 1, et également chargée d'enseignement à l'ENS, l'École normale supérieure à Paris. Solène, vous avez mené donc de nombreuses recherches, notamment comparées sur l'extraction minière et l'exploitation plus précisément du cuivre au Chili et au Pérou. Et si on regarde un petit peu les résultats de vos recherches, il y a des initiatives concernant le développement des normes environnementales plus contraignantes de la part des entreprises minières. Il y a aussi l'avènement des discours autour de la mine durable. Selon vous, ces nouvelles normes peuvent-elles garantir une extraction, une exploitation compatible avec préservation de l'environnement, santé des habitants et mécanismes démocratiques ? Merci beaucoup Mathilde pour cette introduction. Merci au comité d'organisation pour votre invitation. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Et bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je vais me concentrer aujourd'hui sur la régulation socio-environnementale, en particulier de l'extraction du cuivre dans les espaces d'extraction andins, en particulier au Chili et au Pérou, qui sont aujourd'hui les deux plus grands exportateurs de concentré de cuivre au monde et qui ont par ailleurs fait l'objet de ma thèse. Alors, j'aborderai ces 3 points que vous voyez ici, donc une petite introduction sur les enjeux socio-territoriaux, puis un très bref aperçu des évolutions institutionnelles et normatives dans les 2 pays, puis quelques réflexions en guise de conclusion sur les perspectives actuelles et surtout en termes de participation citoyenne pour faire le lien avec la présentation de Pia à l'instant. Alors, comme vous le savez sans doute, donc la consommation de cuivre a énormément augmenté, comme tous les métaux depuis les années 1950. Donc, à peu près 250% de consommation en plus de cuivre, due à l'électrification massive à l'échelle globale. Et évidemment, ces besoins sont voués à augmenter encore énormément, dû justement à l'électromobilité dont on parle beaucoup, dû aussi à toutes les technologies d'énergie renouvelable, dont on a bien souligné le caractère paradoxal en termes de consommation de métaux. Et donc, évidemment, cette augmentation massive de la consommation se traduit très directement sur les territoires d'extraction. Donc, j'ai pris ici comme exemple la région de Moquegua, au sud du Pérou, qui est, comme vous le voyez, une région qui est concessionnée à 53%, c'est-à-dire que 53% du territoire consiste en concessions minières attribuées à des opérateurs qui sont donc des opérateurs miniers privés et qui ont développé, pour certains, des grandes mines industrielles à ciel ouvert. Aujourd'hui, on a une cohabitation donc, dans cette petite région des populations et de leurs activités agro-pastorales traditionnelles, notamment, avec en particulier 3 grandes mines industrielles donc, qui produisent entre 200 et 400 000 tonnes de cuivre à l'année. Donc, ce grignotage du territoire par des concessions privées pose évidemment la question de l'articulation du droit du sous-sol, donc du droit minier, avec d'autres droits, notamment ceux qui concernent donc l'aménagement du territoire, la protection de la dignité humaine, la préservation des identités culturelles et puis bien sûr la préservation écologique. Aujourd'hui, et c'est un premier point que j'aimerais souligner, l'un des problèmes majeurs, c'est que le droit des concessions dans la plupart des pays d'Amérique latine est un droit que l'on pourrait dire autonome, c'est-à-dire qui est complètement décorrélé du droit environnemental.
et de tous les autres corpus de droit. Et donc, dans la phase d'attribution des concessions, on n'a aucune prise en compte justement des enjeux socio-écologiques locaux. On a une attribution donc des concessions aux opérateurs qui est très fortement centralisée, sans consultation préalable des autorités locales, ni des populations, ni aujourd'hui des autorités administratives environnementales. Ce qui signifie deux choses. D'une part, donc, l'autorité administrative environnementale n'intervient que beaucoup plus tard dans le processus, c'est-à-dire à un moment où, d'une part, la concession a été attribuée et d'autre part, les études de faisabilité technique ont déjà été effectuées par l'opérateur minier. D'autre part, évidemment, c'est que la deuxième conséquence, c'est que les projets miniers, en fait, vont s'accompagner de contradictions juridiques entre différents types de droits, comme le disait Pia à l'instant, notamment donc le droit du sol qui va contredire le droit du sous-sol, le droit de propriété qui va contredire le droit des concessions, le droit de propriété communale ou autochtone qui va également contredire ce droit des concessions, ce qui va évidemment se traduire par des conflits socio-environnementaux qui vont opposer les opérateurs miniers aux populations locales. Dans ce cadre, donc, la régulation environnementale peut être interprétée, et c'est ainsi que je vais aborder cette régulation dans les 2 points qui suivent, comme une manière de protéger, au travers de la préservation écologique, les droits humains et les populations voisines de ces mines. Alors, on a une évolution très importante au Chili et au Pérou, à l'image de la plupart des pays d'Amérique latine, depuis les années 1990, avec la mise en place d'un droit environnemental autonome et d'une institutionnalité environnementale qui va l'accompagner. Donc, avant les années 1990, ce droit est quasiment inexistant. On n'a donc aucune vigilance de la part de l'État et des institutions publiques sur les pratiques des entreprises minières. Et lorsque ces entreprises ont des obligations environnementales, ce sont en réalité des obligations qui sont liées à la préservation de la santé publique, donc par exemple un respect de normes concernant la qualité de l'eau, mais on n'a aucune obligation environnementale en tant que telle. L'État, donc, avant les années 90, n'a aucun droit de regard sur ce qu'il se passe à l'intérieur de la mine, à l'intérieur de la propriété minière. Et donc ce paradigme va être profondément bouleversé à partir des années 1990 avec une révolution normative qui est celle de l'étude d'impact environnemental. Donc il y a un document qui est élaboré donc, par les entreprises minières, les cabinets d'expertise privés et qui vont faire entrer justement les considérations environnementales dans le champ minier. Et qui vont donner à l'autorité administrative, en théorie bien sûr, la possibilité d'approuver ou de rejeter un projet selon ses impacts prévus sur le territoire. Et donc cette évolution s'accompagne d'institutions censées garantir sa mise en pratique. Cette évolution, donc dans les années 1990, elle s'est faite sous l'influence en particulier de grands acteurs, donc de bailleurs de fonds internationaux, qu'on évoquait également à l'instant, de puissances étrangères, les États-Unis dans le cadre de traités de libre commerce, de l'OCDE également côté chilien, qui ont poussé justement pour la mise en place de ces institutions environnementales pour accompagner justement la libéralisation souvent des investissements miniers et pour garantir la stabilité des investissements. Après une première phase embryonnaire, on a eu une deuxième phase de consolidation à partir des années 2010 avec la création de ministère de l'Environnement et puis de ces institutions qui sont censées justement évaluer les études d'impact, contrôler leur respect par les opérateurs miniers. Et puis au Chili, cette particularité du tribunal environnemental sur laquelle je ne m'étends pas, mais sur laquelle on pourra revenir aussi dans une phase de discussion. Donc on a une amélioration, une complexification de ces procédures depuis les années 90 d'un point de vue juridique, d'un point de vue institutionnel. Donc avec cette entrée de l'acteur public dans la mine
qui rencontre aujourd'hui un problème majeur, qui est que finalement, et c'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on a souligné auparavant, que les institutions environnementales restent assez dépendantes finalement d'enjeux politico-économiques, donc qui peuvent venir aussi limiter leur capacité d'agissement et leur capacité de sanction en cas de non-respect des entreprises. Et puis, autre point qui me paraît extrêmement important et qui, pour le coup, ici entraîne une évolution majeure, je dirais, depuis les années 2000, c'est que ces études d'impact, elles signifient aussi une nouvelle transparence, dans une certaine mesure, vis-à-vis des populations locales, puisqu'elles vont avoir accès, justement, aux impacts prévus sur leur territoire, et elles vont pouvoir formuler des commentaires, des remarques, des critiques, justement, quant à ces impacts-là. Et donc, on assiste à la formation d'un savoir environnemental citoyen, avec une mobilisation justement des acteurs locaux autour de ces études d'impact qui vont se former elles-mêmes, qui vont être accompagnées par des ONG dans certains cas, qui vont se mobiliser en réseau grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet. Et donc, on a un peu cet effet d'une nouvelle forme d'appropriation du territoire aussi par les populations locales et d'un nouveau lien finalement à leur espace de vie par les populations au travers de ces documents administratifs et au travers des projets miniers. C'est ce qui, à mon sens, représente l'évolution la plus intéressante en termes de régulation minière aujourd'hui. Donc ce n'est pas tant finalement l'évolution des normes que la reconfiguration de la manière dont on pense l'intégration des populations locales à la conception des projets miniers. Puisque ces populations vont pouvoir être considérées de plus en plus comme les gardiennes de l'intégrité et de la préservation écologique de leur espace de vie. Et prendre le pas quelque part aussi sur le rôle que l'État et les puissances publiques s'étaient attribués de manière traditionnelle. Donc, je vous présente dans un dernier point, justement, ces différents gradients en fait, de l'inclusion des populations au moment de la présentation d'un projet minier, donc qui va de la consultation simple, qui est aujourd'hui obligatoire, juridiquement contraignante, en passant par la participation, donc par exemple la participation des populations locales aux contrôles environnementaux effectués par les autorités publiques. Donc ça, ce n'est pas encore juridiquement inscrit dans les systèmes chiliens et péruviens, mais il y a des discussions autour de ces pratiques-là. Un degré supérieur d'inclusion est celui du développement concerté, donc qui est ici encore au stade de la bonne pratique des entreprises minières, mais qui peut aboutir à des effets intéressants où on va avoir des discussions socio-techniques entre les populations locales, les entreprises minières et puis des représentants des autorités publiques et des accords qui peuvent être mis en place autour de solutions techniques justement d'infrastructures très spécifiques dans un cadre de concertation multi-acteurs. Et puis un tout dernier degré qui est aujourd'hui complètement théorique, qui serait celui de la co-construction en fait des projets par justement ces différents acteurs, un moment qui viendrait en amont en fait des études d'impact environnemental et qui permettrait justement la co-création des études d'impact par les populations locales, par les entreprises, par les cabinets d'expertise et par les autorités publiques. Et c'est un paradigme qui est en train de se former justement au travers des dialogues de plus en plus importants au sein des cabinets entre les départements chargés des impacts sociaux et les départements chargés de l'ingénierie des projets. Et donc on peut imaginer que c'est vers cela que tend justement l'inclusion des populations locales aujourd'hui dans les projets miniers. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Solène. Je passe donc maintenant ensuite la parole à Nicolas Lecomte. Vous êtes conseiller métaux-critique et transition énergétique pour le ministère des Affaires étrangères, plus précisément à la direction de la diplomatie économique. Donc vous promenez d'une direction dont l'objectif est affiché, la diplomatie économique. Comment le ministère et peut-être l'État français conçoit-il justement la compatibilité entre
sécurisation des approvisionnements, respect des populations, de l'environnement et des relations plus horizontales avec les pays producteurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout d'abord pour votre invitation. Je suis ravi d'être là également. Et c'est extrêmement intéressant également pour nous d'être exposés à ces différents points de vue. On n'a pas forcément aussi toujours le temps, parfois même simplement parce qu'on est dans un quotidien où on a les commandes politiques, on a un certain nombre de contraintes administratives. Et donc je vais vous présenter un point de vue effectivement un peu plus institutionnel, puisque je travaille à la direction de la diplomatie économique, comme vous l'avez dit, au sein du pôle énergie. Je suis conseiller métaux-critique et transition énergétique. Je vais vous présenter, alors dans un premier temps, la prise de conscience de l'importance de l'objet que l'on porte au ministère des Affaires étrangères, qui est la diplomatie des ressources minérales, qui comporte différents volets. Donc climat, métaux-critique et diplomatie, une prise de conscience en plusieurs étapes. Ensuite, je vais vous parler très rapidement du cadre et des orientations de cette diplomatie, des pays prioritaires pour nos approvisionnements, en particulier en Amérique latine. Évidemment, il y en a d'autres. Et en quatrième lieu, et je vais développer particulièrement cette partie, les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, qui sont un point de vigilance fort pour nous. Et je vais vous exposer les différents leviers et les différentes situations dans lesquelles justement on peut être confronté à cette conciliation, à parfois des enjeux qui nous amènent à suggérer ou même à prendre des décisions. En introduction, qu'est-ce qu'un métal ou minéral critique ? Je vais aller assez vite là-dessus. Donc il y a généralement deux axes. Un, c'est un intrant qui est peu ou non substituable pour des industries stratégiques. Donc industrie stratégique, ça va être l'énergie, la défense, les télécommunications, l'aéronautique par exemple. C'est vraiment selon les États, il y a différentes listes de métaux critiques qui existent. L'Union européenne par exemple a publié une récente actualisation de liste plutôt en 2023, cette année, de 34 métaux critiques. Et la deuxième condition, ce sont des métaux dont l'offre fait l'objet d'un monopole, d'un oligopole ou d'instrumentalisation. Il faut distinguer également à cet égard la partie extractive, la partie transformation, qui ne touchent pas forcément aux mêmes enjeux en termes de dépendance, de souveraineté, puisque si on prend par exemple, et cela a été dit, le cas du lithium, l'extraction est notamment concentrée sur cela a été dit, le triangle du lithium, avec 58% aujourd'hui des réserves qui sont dans ce triangle du lithium, alors que la transformation et une grande partie de la chaîne de valeur aval, les batteries, sont aujourd'hui notamment concentrées en Chine, à 60%. Il y a également l'enjeu, et on le traite, même si c'est un peu plus indirect au ministère des Affaires étrangères, dans la mesure où ça va être plus les ministères de la transition énergétique, de la transition écologique, les ministères de l'économie qui vont les traiter, les enjeux de la sobriété des consommations, des usages, ainsi que du recyclage. Puisque on est confronté aujourd'hui au fait que, alors d'une part, on sait tout à fait qu'il y a des limites à l'extractivisme à tout crin, que ce soit en Europe ou sur les différents continents. Et à cet égard, les objectifs aujourd'hui du Critical Raw Materials Act en cours de discussion sont assez précis. Il y a des objectifs aussi bien en termes d'extraction sur le sol européen, qui doit couvrir 10% de la consommation européenne en métaux critiques. Il y a des objectifs en termes de recyclage pour justement éviter au plus le fait d'extraire, d'investir des nouveaux gisements qui doivent représenter 15% des consommations, et des objectifs en termes de dépendance, puisque 65% des approvisionnements en un métal critique ne doivent pas provenir d'un seul pays. Petit point également sur la partie industrie consommatrice de métaux critiques. Donc ça va être, je le mentionnais, le secteur automobile, télécommunications, énergie, etc. Et les secteurs miniers
français et européens qui sont assez modestes aujourd'hui par rapport à d'autres acteurs. Je pense par exemple à Eramet, Imerys, Orano, au Plata Mining Group. Ça ne va pas au-delà de chiffre d'affaires de 4-5 milliards d'euros par rapport aux géants que sont Glencore, de 100 milliards de chiffre d'affaires, BHP, 65 milliards, ou Rio Tinto, 65 milliards. Donc l'Europe n'est pas confrontée à ces enjeux de la même manière que les pays qui ont des grandes industries minières comme les États-Unis, l'Australie ou le Canada, par exemple, avec lesquels on échange, et je vais y venir. Je vais aller assez rapidement sur la prise de conscience en plusieurs étapes de ces enjeux du côté des administrations françaises. Historiquement, ça a commencé notamment lors de la crise sino-japonaise de l'archipel des Senkaku Diaoyu de 2010, qui a amené la Chine à couper l'accès du Japon aux terres rares extraites et transformées en Chine, ce qui les a amenés à une stratégie de sécurisation et de diversification de leurs approvisionnements qui a été précurseur pour beaucoup d'États ensuite. Je vais revenir également sur le World Energy Outlook de l'Agence internationale de l'énergie en 2021, qui énonçait qu'une trajectoire d'émissions mondiales conforme à l'accord de Paris entraînerait une multiplication par 4 de la consommation en métaux critiques de la transition énergétique. Et là, on parle de lithium, cobalt, graphite, nickel, terres rares, cuivre, d'ici 2040, avec pour le lithium, selon les scénarios et les technologies de batterie qui sont impliquées, une consommation qui irait de x14 à x51. Je vais aller passer assez vite sur l'épidémie de Covid-19 et les tensions sur les chaînes d'approvisionnement, sur les hausses de prix sur certaines matières du fait de la guerre en Ukraine, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, sur des aciers spéciaux, de l'aluminium, du palladium, des mouvements fortement haussiers en termes de prix sur des minerais comme le lithium, qui aujourd'hui est à 29 900 euros par tonne, après un pic à 80 000 euros par tonne en novembre 2022. Donc voilà, c'était quelques faits saillants. J'en viens maintenant au cadre de la diplomatie des ressources minérales. Donc il y a eu une étape de formalisation importante qui a été le rapport Varin, qui est sorti le 10 janvier 2022, rédigé par Philippe Varin. Et qui comporte les principales mesures suivantes. Donc, d'une part, la nomination d'un délégué interministériel aux métaux critiques, qui a été rendue nécessaire dans la mesure où les différents ministères que j'ai mentionné précédemment, avaient une politique, une manière d'agir qui était assez cloisonnée jusqu'à récemment, et ça a amené justement à converger davantage sur des constats communs et des actions communes. Il y a eu la création de l'Observatoire français des ressources minérales, OFREMI, qui a été acté en novembre 2022 pour identifier mieux nos vulnérabilités, l'évolution des marchés, puisque c'est très volatile. Il y a du géopolitique, il peut y avoir des catastrophes naturelles, il peut y avoir des crises énergétiques. Je pense par exemple au magnésium qui, à un moment donné, a connu une crise du fait, il est principalement produit en Chine. Il y avait une crise de l'énergie en Chine au moment où cette crise est apparue, ce qui les a amenés à réduire fortement la production. Donc il y a énormément d'aléas à envisager. Il y a la structuration de clusters industriels à Dunkerque sur les batteries avec les projets de Gigafactory, et à Lac sur les aimants permanents qui sont véritablement extrêmement importants dans la mesure où ils sont utilisés dans les batteries, dans les moteurs électriques, dans les rotors d'éoliennes. Ils sont faits à base de terres rares, c'est la filière terres rares, en lien avec le plan d'investissement France 2030. Et il y a aussi le redéveloppement de mines, effectivement, avec les enjeux que cela comporte, également en France. Il y a par exemple des projets de mines de lithium dans l'Allier, portés par Imerys, ainsi que des projets, par exemple, en Alsace, sur du lithium géothermique. Il y a le lancement d'une feuille de route R&D sur les technologies de batterie pour justement essayer d'identifier les technologies qui pourraient être les moins consommatrices de métaux critiques. Et il y en a. Il y a des technologies qui consomment plus de lithium, de nickel, de cobalt. D'autres qui aujourd'hui sont moins efficaces mais pourraient l'être plus à mesure des développements technologiques, et bien consomment des métaux qui sont moins critiques ou dont l'extraction suscite moins de problèmes, d'enjeux environnementaux. On a enfin création d'un fonds d'investissement métaux critiques de 2 milliards d'euros qui a été acté récemment, et la mise en place d'une diplomatie des ressources minérales pour sécuriser nos approvisionnements critiques via une politique de partenariats bilatéraux et multilatéraux.
Et donc là-dessus, on a convergé sur une feuille de route interministérielle sur la diplomatie des ressources minérales le 20 avril 2022 avec 3 grandes orientations. Donc en premier lieu, développer des partenariats stratégiques avec les pays prioritaires pour nos approvisionnements, en particulier, mais pas seulement, Canada, Australie, Indonésie, Argentine, Chili, Kazakhstan, Maroc et Afrique du Sud, dans un contexte de concurrence accrue entre les États, entre les entreprises surtout, pour sécuriser leurs approvisionnements. Et ces partenariats, ils suivent généralement également 3 axes, à savoir l'accompagnement de projets industriels amont et aval au profit de la résilience de nos chaînes d'approvisionnement, avec un enjeu qui est celui d'accompagner à la fois les projets de nos sociétés minières, Eramet, Imerys, Orano, mais aussi et surtout accompagner les sociétés consommatrices de métaux critiques qui aujourd'hui ont un rôle très actif dans la sécurisation de leurs approvisionnements. Je pense par exemple sur l'automobile à Stellantis, Renault-Nissan, ou alors les sociétés qui portent des projets de Gigafactory, ACC, Envision, etc., Vercor, pour justement les aider à sécuriser ces approvisionnements dans des bonnes conditions, puisque ce n'est pas forcément un sujet sur lequel, initialement, elles avaient énormément d'expérience. Ensuite, deuxième axe, coopération universitaire et de R&D, avec notamment le CEA, le BRGM, différentes universités. Et dans cet axe, on soutient notamment des projets centrés sur la gouvernance minière. Et cela se fait notamment via le BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, qui a des nombreux projets de coopération avec des pays, que ce soit en Afrique, en Amérique latine, en Asie du Sud-Est notamment. On a des projets sur la formation, sur la décarbonation des activités minières, notamment en Amérique latine. Ce sont des projets qui aujourd'hui sont en cours de négociation, donc je ne pourrais pas forcément aller dans le détail, ainsi que sur la remontée des chaînes de valeur, puisque je pense par exemple à une bonne partie des pays qui produisent du lithium en Amérique latine. Il y a une politique d'État aujourd'hui dans beaucoup de ces pays qui est de remonter les chaînes de valeur, et cela suppose des choix technologiques dans la mesure où les technologies lithium-ion nécessitent du nickel et du cobalt qui n'est pas forcément présent dans ces pays, et donc pour remonter les chaînes de valeur, il peut y avoir un choix à faire par exemple sur la filière lithium-métal qui ne nécessite que du lithium et qui les dirige vers les batteries tout solides, ce qui permet une remontée des chaînes de valeur qui soit à la fois équilibrées, sincères et qui permettent justement le développement de chaînes bilatérales, de chaînes de valeur bilatérales qui soient intéressantes pour les différentes parties. Encore une toute petite minute. Oui, je me dépêche. Donc la recherche, et le troisième axe, la recherche de convergence sur les standards environnementaux, sociaux et de gouvernance dans un contexte foisonnant en initiatives, et je vais y venir directement. Quels standards retenir, quelle position dans les instances multilatérales. Donc je reviendrai sur les différents états. J'avais un petit point sur la stratégie nationale du lithium au Chili, mais j'y reviendrai éventuellement sur les questions, puisque on parle notamment, en tout cas dans la sphère administrative française, de la mine responsable, puisque effectivement les expressions durables ou soutenables peuvent être un peu plus complexes à manier. Donc il y a les enjeux effectivement de gouvernance, de conditions de travail, de droits humains, d'inclusion, cela a été évoqué, d'emprise au sol, de pollution, d'émissions de gaz à effet de serre, de déchets miniers, d'impact sur la biodiversité, de sobriété des usages, avec différents niveaux à prendre en compte, l'État, l'entreprise minière, le site d'exploitation, mine industrielle, mine artisanale, pardon. Et on constate aujourd'hui que les réglementations minières peuvent être inégales suivant les états dans lesquels les entreprises sont susceptibles d'investir. Et donc il y a un intérêt pour des standards environnementaux plus ambitieux, avec le fait que l'objectif climatique et les activités minières susceptibles de le soutenir ne doivent pas être mises en opposition avec la justice environnementale, cela a été mentionné, y compris si la réglementation locale est considérée comme peu ambitieuse. Et on s'appuie là-dessus sur la volonté aujourd'hui des entreprises, et notamment européennes, d'assurer l'acceptabilité de leurs projets auprès des parties prenantes et concernées par le projet, ainsi que sur le devoir de vigilance des entreprises consommatrices. Et donc je vais aller
assez vite là-dessus. Historiquement, c'était une approche sur les standards internationaux centrés sur les minerais de conflit et la transparence, avec le processus de Kimberley sur les diamants lithieux. Effectivement, je conclus. Donc, ces approches centrées sur des standards volontaires aujourd'hui tendent à passer vers les règlements. Je pense au guide de l'OCDE sur l'approvisionnement responsable qui passe dans des directives. Il y a le règlement batterie de 2022 au niveau UE qui oblige à l'affichage de l'empreinte carbone des batteries, des taux minimums de matières recyclées, etc. La directive européenne en projet sur le devoir de vigilance des entreprises. Bon, je ne vais pas revenir sur l'éparpillement des initiatives internationales aujourd'hui. On en suit beaucoup sur justement l'extraction responsable, que ce soit des clubs de pays, je pense à l'OCDE, le G7, G20, les Nations Unies, l'International Standard Organization, ISO, sur les normes, ou des initiatives privées, des labels qui peuvent être inégaux, ICMM, Initiative for Responsible Mining Assurance, etc. J'en viens peut-être, mais je vais faire 3 points très rapides sur nos leviers à nous, qui est le dernier point. Peut-être qu'on pourra les aborder dans les questions. Ça marche. Si ça vous va. Ça me Merci va. beaucoup. Je laisserai quelqu'un poser la question si ça intéresse. Qu'est-ce qu'on retient de cette table ronde? On peut retenir la discussion sur les normes, leur applicabilité, le rôle de l'État, quel État, les échanges nord-sud et comment on repense cette question de l'horizontalité. La question de l'extraction, forcément, elle était présente et omniprésente, mais parce qu'en fait, on est au début de la chaîne de valeur, justement. Et c'est la partie qui, pour l'instant, a le plus d'impact. Donc, ça me semble que c'était forcément une question par laquelle il fallait commencer. La question de l'extraction, elle se pose en Amérique latine. Côté Europe, on a vu qu'il y a plus de débats sur la question de l'usage, de la transformation des modes de vie. Donc on voit bien qu'en fait, dans le défi du commerce, on a le défi aussi transformation des modes de vie des deux côtés de l'Atlantique qui se pose de manière différente. Merci à toutes et tous.